On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la semaine de la santé mentale qui va se tenir du 3 au 9 mai prochain. Mais d'abord, parlons des femmes violentées. Il y a le phénomène des féminicides, les besoins pour les maisons d'hébergement, notamment celle de la maison INA à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que l'annonce gouvernementale a des impacts positifs? On en parle à l'instant. Depuis quelques semaines, même à la limite quelques mois, depuis le début de l'année, on parle beaucoup de ces féminicides au Québec qui sont hors normes en termes de statistiques, là, disons, au moment de l'année où on est déjà rendu. Autre chose également, c'est ces besoins criants des maisons d'hébergement pour les femmes violentées. Bon, il y avait récemment un budget à Québec. Sur le coup, il n'y a pas eu vraiment d'annonce. Il y a eu des annonces par la suite. Bref, parlons un peu de cette mise à niveau de la situation avec ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la représentante de la maison INA, Nathalie Villeneuve. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, tout d'abord, on le sait, statistiquement, à chaque année, il y a à peu près entre 8 et 10 femmes qui, malheureusement, perdent la vie dans des circonstances troubles. Or, on est rendu à la fin du mois d'avril et en 4 mois, on a à peu près l'équivalent d'un an. Oui. Et l'année n'est pas finie. Donc ça, d'abord et avant tout, c'est très, très, très troublant. Comment vous réagissez par rapport à ce phénomène qu'on vit en ce moment? J'aurais envie de vous dire que c'est difficile pour les intervenantes en maison d'hébergement parce que d'abord et avant tout, notre mission, c'est de protéger les femmes, d'aider les femmes à sortir des milieux de violence. Et là, de constater que 10 femmes ont été tuées en dedans de 10 semaines, puis que dans la majorité des cas, c'était des femmes qui ne connaissaient pas les maisons d'hébergement. Ouais. Bien, c'est troublant. Puis ce que ça vient nous dire comme message, bien, il faut en parler encore plus, il faut encore plus le dire. Il faut que les femmes connaissent c'est quoi les services d'hébergement, comment on peut les aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles, parce que oui, ça s'appelle une maison d'hébergement, mais c'est beaucoup plus que de l'hébergement. Fait, je vous dirais que c'est venu comme nous choquer, beaucoup de tristesse, beaucoup de peine dans les maisons d'hébergement, oui. Bon, le phénomène de la pandémie vient aussi un peu exacerber tout ça, parce que je me rappelle même, on s'en était parlé ici au printemps. Puis au printemps, vous n'aviez pas tant de recrudescence de demandes. Oui. Mais on s'était dit, attendez à plus tard, dans 6 mois, 1 an, ça va être un autre paire de manches. Comme de fait, on a revécu, disons, une période de confinement assez intense. Et forcément, c'est inhérent à la situation. Je veux dire, assurément. il y a un lien, là. Il y a un lien entre le confinement et le fait qu'il y a une recrudescence de la violence, entre autres, aux femmes, là. Mais nous, on a noté une augmentation quand même importante. Là. Je pense que les féminicides, puis toute la publicité qu'il y a eu autour de ça, je pense que ça fait en sorte que plus de femmes ont demandé de l'aide parce qu'elles se sont reconnues dans ces histoires-là, ont eu peur que ça leur arrive, ont eu besoin d'avoir des scénarios de protection. Donc, on a vraiment beaucoup d'appels. Plus qu'à la normale. Plus qu'à la normale, des demandes de services en externe. On songe, là, le gouvernement fait des annonces. Là, fait que bien évidemment, pour nous, là, c'est un must. Là, il faut ouvrir plus de services en externe. Mais depuis le début de l'année, c'est quoi? C'est 10, 20, 25 plus d'appels, plus de demandes? C'est difficile à dire parce que nos statistiques ne sont pas terminées, parce qu'on termine notre année, on a terminé le 31 mars. Mais je peux juste vous donner, mettons, un exemple là, qui nous a frappés, là, mais un soir, sur un quart de travail, de 4 heures à minuit, bien, on a eu 9 appels. Puis en temps normal? Puis en temps normal, peut-être qu'on aurait eu 3 appels. OK, quand même. Alors, c'est énorme. Et dans nos quarts de travail de jour, on est plus que 2 intervenantes. Normalement, c'est 2 intervenantes, mais des fois, on est 3, on est 4 intervenantes et le téléphone ne dérougit pas, là. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ils appellent plus. Oui, assurément. Bon. Oui. Sauf que vous étiez déjà dans une situation où on évoquait les besoins. Oui. Donc, vous étiez déjà en besoin. Tout à fait. Puis là, vous avez une recrudescence des appels, des demandes, des ci, des ça. Donc là, à un moment donné, ça ne marche plus. Oui. Bien, en fait, c'est qu'on engage, puis on travaille très fort dans le sens où nos journées sont vraiment bien remplies. Et, je veux dire, on s'assure qu'aucune femme n'a pas eu le droit à être entendue, écoutée, là. Donc, on y arrive.
mais ça demande beaucoup. Bon, souvent, on a entendu, je ne me rappelle pas le chiffre exact, mais votre représentante nationale là, disait, ouais, on a besoin, je ne sais pas, de 300 millions, peut-être plus. Là. Oui, effectivement. Bon. Mais en fait, là, il y a eu quand même 222 millions, donc 90 millions. Ça, c'est ce millions. qu'on disait, là. comme dans la semaine qui a précédé le budget. Quand il y a eu le budget, le ministre des Finances, Éric Girard, dit, ouais, écoutez, on a déjà fait des trucs dans les dernières années, c'est pas là, mais s'il y a des besoins, on va mettre l'argent. Bon. Finalement, quelques semaines plus tard, conférence de presse de Geneviève Guilbeault, Isabelle Charret. Est-ce que ça, finalement, ça vient un peu sécuriser les fameux besoins que vous aviez exprimés? Vraiment, tout à fait. Oui, beaucoup? Tout à fait, beaucoup. Parce que nos demandes, c'était justement d'avoir des sous supplémentaires. Vous savez que la dernière fois que j'étais venue vous voir, il y avait des sous qui avaient été annoncés, qui sont arrivés malheureusement un peu tard, mais qui ont quand même aidé à faire en sorte qu'on puisse maintenir nos équipes en place, ne pas perdre nos travailleuses, mais on avait besoin des sous supplémentaires. C'était des choses qui étaient déjà sur la table avec le gouvernement. C'était des choses qu'on leur expliquait, qu'on leur disait. Et là, je crois qu'on a été entendus. Donc, l'argent qui a été annoncé par Mme Guilbeault va, entre autres, nous servir à offrir plus de places en externe. Certaines maisons d'hébergement vont pouvoir, dès maintenant, assez rapidement, avoir des places supplémentaires pour de l'hébergement. Parce que oui, on veut bien construire des maisons d'hébergement supplémentaires dans les régions où il y en a besoin, mais ça, on ne pourra pas le faire en 2 mois. C'est des choses qui peuvent prendre des années. Mais il y a vraiment eu un travail énorme. Quand Mme Guilbeault disait dans la conférence de presse que les 25 ou les 26 derniers jours, je pense en fait depuis la date du budget, le regroupement des maisons d'hébergement et la Fédération des maisons d'hébergement avec le gouvernement s'étaient rencontrés, beaucoup avaient travaillé très fort. Eh bien, c'est ça la réalité, là. C'est vraiment, on a mis ça comme vraiment en priorité et tout a été mis en place pour arriver à cette annonce-là de vendredi dernier. Là, actuellement, Maisons-Ina, vous avez combien de places? On a 14 places. Puis en externe? En externe, on a en ce moment 2 intervenantes. Ça veut dire, mettons, je dirais peut-être autour de 40 femmes qu'on peut voir, là, à peu près. Et là, avec l'ajout des ressources, on pourrait... On pourrait sûrement en voir 20 de plus. Là, 20 de plus? Oui. Mais les besoins sont là. Mais les besoins sont là parce que, je veux dire... Ce matin, moi, j'ai pris un appel, puis j'ai été obligée de dire à la dame, malheureusement, là, en ce moment, on n'a pas de place, mais tu sais, appelez-nous souvent, puis tu sais, on pense à ouvrir un autre service en externe. Mais ça doit être assez déchirant, j'imagine, quand tu sens au téléphone que, dans le fond, cette femme-là, elle devrait être chez vous. Oui. Puis que là, dans le fond, pour des raisons logistiques, vous ne pouvez pas l'accueillir. Oui. Et cette dame-là, c'était plus un besoin en externe. Donc, d'une certaine façon, on peut continuer de l'aider parce qu'elle peut nous appeler aussi souvent qu'elle a besoin. Mais c'est sûr que quand c'est pour de l'hébergement, c'est difficile de dire, bien, malheureusement, on n'a pas de place. Là. La sortie publique de Laurence Jalbert dimanche dernier, à Tout le monde en parle, ça a quoi ça comme impact? Parce que tout le monde était un peu surpris de ça. Laurence Jalbert, on la connaît depuis très, très, très longtemps. On ne savait pas, qu'elle avait eu une relation, disons, assez toxique dans les dernières années. Bon, fort heureux. Tu sais, en même temps, quand on lisait entre les lignes, puis je comprends que c'est un peu délicat dans son cas, se fait conseiller par un avocat, mais de ce qu'on a compris, c'était pas tant des violences physiques, mais ça aurait pu l'être, c'était plus psychologique. Elle a fini par quand même se défaire de ce conjoint-là. Là. C'est pas tout le monde qui peut terminer comme ça. Mais surtout dans son cas, ce qu'on ressentait, c'est le syndrome post-traumatique. Oui. Moi, c'est ça que j'ai ressenti de cette entrevue-là avec Laurence Jalbert. Parce que oui, elle disait que c'était pas des violences physiques. Oui, j'ai réussi à me défaire de cette relation-là. Mais même à ça, elle en vit encore les impacts aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Et autre chose qu'elle disait, que c'était la publicité à la télé qu'on a vue, là. Oui, qui l'avait fait qui l'a réagir. allumé. Oui. Wow. Oui, puis c'est vraiment particulier que ces publicités-là vont souvent avoir plus d'impact sur les femmes ou sur la famille. Des appels de parents. Mais le pire, c'est parce que ces publicités-là, on dirait qu'elles étaient destinées à envoyer un message aux hommes. Oui, bien assurément. Tout à fait. C'était Et ça là, le dans but. ce cas-ci, c'est elle qui s'est reconnue puis qui a décidé de parler. Oui. Mais malheureusement, un conjoint qui est violent, il ne se reconnaît pas nécessairement. Vous comprenez? Parce que le but de la violence conjugale, c'est d'exercer un contrôle, c'est d'avoir une emprise sur l'autre. Alors,
souvent, le conjoint violent, il ne se reconnaît pas dans ces annonces-là parce que lui, il n'est jamais pire que ça. Lui, il ne fait jamais tout à fait ça ou c'est pas tout à fait pour ces raisons-là. Puis lui, il est sûr qu'il a raison de le faire. Alors, c'est difficile pour lui de se reconnaître dans ces annonces-là. Là. La question que j'ai envie de me poser ou de poser, puis fort heureusement qu'on ait des ressources pour aider les victimes. Oui. Mais en amont de tout ça, est-ce qu'il y a aussi des ressources pour aider ou pour prévenir, pour pas que les hommes, malheureusement, tombent dans ces patterns-là? Oui. Ça, c'est la base. Là. Bien évidemment, il y en existe. Il y en existe de plus en plus. Dans les annonces qui ont été faites. Puis là c'est pas, moi, je ne suis pas dans le détail parce que ce n'est pas mon domaine. Mais oui, évidemment, il y a des choses qui sont... il y a des sous qui sont prévus aussi pour les ressources pour conjoints violents. Dans ce qui a été annoncé aussi, c'est qu'un travail particulier va être fait au niveau des policiers. Il va y avoir des cellules de crise partout au Québec, justement, pour prévenir les féminicides, les homicides, les risques suicidaires et tout. Donc, oui, moi, je pense que vendredi dernier, on a vraiment pris un chemin différent et on souhaite et on l'espère très fort qu'on va maintenir cette route-là. Parce que là, il y a vraiment un désir de changer les choses. Parce que juste des sous, c'est pas suffisant. Là. Il faut mettre des choses en place c'est plus que ça. Pour que ça change. Puis, tu sais, de l'autre côté, ce qui est un peu dommage, c'est que malheureusement, pour faire bouger, en fait, quand l'opinion publique met une pression, les gouvernements agissent, malheureusement. Oui, malheureusement. Et ça prend les victimes pour faire bouger les choses de l'autre côté. Hein? C'est toujours ça, l'affaire. Oui. Bien, je pense que ça nous fait prendre conscience que c'est un problème réel, la violence conjugale, et que ce n'est pas seulement qu'un problème privé dans notre maison. C'est un phénomène social. C'est beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. C'est l'affaire de tous, la violence conjugale, et on a tous à protéger les femmes et les enfants qui sont autour de nous. Il faut être à l'affût, il faut être à l'écoute, il faut voir comment on peut intervenir, comment on peut aider quelqu'un lorsqu'on le sait qu'elle est victime de violence. Clairement. Donc, Maison Ina, 346-1645. C'est toujours la bonne place à appeler. Oui, puis on est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on peut avoir besoin d'appeler et nous n'obligeons personne à quitter un conjoint. Là. Je veux dire, c'est pas parce que vous nous parlez que vous allez être obligé de partir. C'est juste de venir chercher de l'aide, de l'écoute, du support. Puis sinon, il y a le 911 en cas d'extrême urgence, évidemment. Bien évidemment. Puis en terminant, peut-être, parce qu'on le sait, là, avec le confinement, des fois, les femmes aussi font que monsieur est pas mal tout le temps dans la maison. Là. Oui. Comment on fait pour échapper à la vigilance de monsieur pour prendre 2 minutes pour vous appeler? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour envoyer un signal discrètement à quelqu'un? Là? Oui. Bien, en fait, c'est qu'on peut, si on a des contacts avec notre famille, on peut demander à notre famille d'appeler à la maison d'hébergement. Les femmes peuvent nous envoyer des courriels, puis nous, on essaie de leur répondre, mettons, le plus rapidement possible, puis de façon subtile. Ils peuvent aussi passer par SOS Violence Conjugale. Ça, c'est une ressource où vous pouvez avoir de l'écoute, de l'aide, en toute confidentialité, puis en toute sécurité. Là. Nathalie Villeneuve, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la Semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de balles. Absolument, avec le lanceur étoile des Pirates Maçonnerie Pro Conseil, puis il redonne aux jeunes en plus, François Lafrenière qui est avec nous. Ce sera un coup sûr. As-tu mon jeu de mots? J'aime ça. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Dans quelques jours à peine, du 3 au 9 mai, c'est la semaine de la santé mentale où cette année, la thématique, on dit, parlons contagion, 3 petits points, émotionnelle. Avec nous pour en parler, Renée Ouimet, qui est directrice du Mouvement Santé mentale Québec. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Expliquez-nous tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Mouvement Santé mentale Québec? Nous, on est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec dont le mandat est de créer des outils et de faire de l'information sur ce qui nous aide à maintenir une bonne santé mentale. Bon, alors, en mots différents, on est en promotion-prévention en santé mentale. Bon, la dernière année, et même un peu plus avec la pandémie, a fait en sorte que, à tort ou à raison, la santé mentale a été, disons, remise beaucoup à l'avant-plan. Donc, c'est bien parce qu'on en parle plus, mais en même temps, pour connaître des gens qui travaillent dans le domaine, il y a aussi beaucoup plus de demandes de consultation en santé mentale en ce moment aussi. Donc, un dans l'autre, on en parle plus, donc ça doit quand même être bien pour ce volet-là. C'est bien pour ce volet-là, mais ce qu'on oublie de dire, puis ça joue dans la contagion émotionnelle, on oublie de parler des personnes qui vont bien, qui vont correct, qui s'en sortent, qui trouvent des stratégies d'adaptation. Et on entend beaucoup parler parce que c'est vrai qu'il y a de la souffrance, puis c'est vrai que c'est difficile pour plein de personnes. Et les personnes qui étaient déjà en état de vulnérabilité, il y en a plusieurs qui sont encore plus vulnérables qu'avant. Mais il y a quand même des personnes qui s'en sortent relativement bien. Puis l'autre chose, c'est normal d'aller moins bien dans ces périodes-ci. Alors, quand on va moins bien dans un contexte de pandémie, c'est pas de la maladie. Ce qui devient de la maladie, c'est quand on n'est plus capable de faire nos journées, qu'on n'a plus de plaisir à vivre, qu'on n'arrive plus à bien dormir ou qu'on dort tout le temps. Qu'on n'a plus d'appétit, qu'on est en colère tout le temps. Là, c'est important d'aller consulter, mais d'aller moins bien dans un contexte comme ça, c'est tout à fait normal. Fait que dans le fond, il faut tracer la ligne entre, comme on dit, avoir une mauvaise journée dans sa vie, une mauvaise journée au bureau, mais quand même être fonctionnel, versus ne plus être fonctionnel dans la vie. C'est là qu'on trace la ligne. Oui, fonctionnel ou être vraiment malheureux. Et puis, avoir l'impression qu'on n'a plus de prise dans notre vie, que notre vie n'a plus de sens. C'est vraiment important d'appeler, d'aller chercher de l'aide, d'en parler à nos amis, de ne pas rester seul là-dedans. En même temps, il y a comme une gradation dans tout ça, parce que je me rappelle au printemps, on faisait des entrevues sur le sujet. Puis au printemps, on était comme au début de l'affaire, on était dans l'adrénaline et tout ça. Puis c'est comme si on disait, oui, mais attendez, dans 6 mois, 1 an, et c'est là que ça va commencer à popper d'un peu partout. Et comme de fait, on a vu à partir de l'automne, probablement que l'hiver qui s'en venait, l'automne et tout ça, l'impression que c'est là que ça a commencé. Et puis là, bien, les gens, des fois, des problèmes économiques, problèmes de relations interpersonnelles, divorce et compagnie, travail aussi dans certains cas. Bref, ou le télétravail qui a pesé plus lourd pour certains que pour d'autres. Bref, c'est comme si dans la ligne du temps, évidemment, c'est là que ça a commencé à être plus difficile, disons. Là. Oui, bien, il y a de l'usure qui se crée. On est dans le doute, on ne sait pas ce qui va arriver demain. On peut pas, tu sais, on est des êtres qui aiment prévoir où on s'en va dans le temps. On est incapable d'avoir une idée de comment ça va être demain matin, comment ça va être exactement au mois de juin, au mois de juillet. Puis, effectivement, il y a des personnes qui sont dans des contextes qui sont difficiles, qui ont perdu leur emploi, qui vivent, qui font du télétravail dans des petits espaces, qui, avec toute la famille, qui sont souvent obligés. Je parlais avec un collègue ce matin qui a 5 enfants. Bien, à 5 enfants, ça veut dire souvent de devoir rester à la maison parce qu'il y a un des enfants qui est en train d'être testé. Puis là, l'impact que ça a sur toute la famille. Fait que oui, il y a plein de défis. Et une chose qui est bonne pour la santé mentale, c'est les relations. Hein? C'est un facteur de protection en santé mentale. Et là, on est plus loin de nos liens sociaux. Je regarde plein de jeunes parents qui n'ont personne pour aller prendre la relève, pour aller les aider, pour aller s'occuper des enfants, pour donner des fins de semaine de congé. On est dans un contexte qui est particulier.
Ben, c'est bizarre, c'est comme si on vit deux choses en même temps, c'est-à-dire qu'on constate que la technologie est franchement formidable et que c'est drôlement utile. Puis, entre autres, les Zooms, plusieurs ont zoomé dans la dernière année et c'est pas fini. Mais de l'autre bord, on s'est finalement aperçu que les relations humaines, ça avait aussi son importance dans la vie. Et là, on s'en rend peut-être plus compte maintenant. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça pareil. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire d'un village, une petite ville aux États-Unis qui s'appelle Roseto. Puis tout le monde allait mieux qu'ailleurs. Leur santé était meilleure. Puis ils essayaient d'évaluer, voir si les gens mangeaient mieux, bougeaient plus. Qu'est-ce qui jouait sur cet état de bien-être-là où la santé était meilleure qu'ailleurs. Et ce qui jouait, c'était les liens sociaux. Alors, on sait que les liens sociaux, c'est un élément qui protège tant la santé physique que la santé mentale. Ouais. Alors oui, Zoom, c'est aidant, mais on ne peut pas aider à déménager par Zoom. On ne peut pas aller aider notre fille à dormir, à faire 2-3 nuits de fil, puis permettre de prendre une petite pause avec son enfant qui vient de naître, puis d'avoir du répit. C'est toutes ces petites choses de la vie qui sont importantes qu'on ne peut pas faire. Est-ce que les ressources sont bonnes? Est-ce que l'aide gouvernementale est suffisante? Bref, est-ce qu'on en fait assez? Autrement dit, quelqu'un qui a besoin d'aide aujourd'hui, là, il y en a des outils? Oui, mais il faut y aller par gradation. Tu sais, la première chose, si on peut parler, l'important, c'est de ne pas rester isolé. Si on peut parler déjà à notre famille, à nos amis, à du monde qu'on aime, puis pas attendre d'aller plus bien du tout. Ouais. Dès qu'on sent qu'il y a un changement, prendre le temps d'en parler puis essayer de trouver des manières de se réajuster. Puis après, il y a plein d'organismes communautaires en santé mentale. Il y a la ligne 811 qui peuvent donner les références. Et il y a des ressources là, dans le secteur public. C'est sûr qu'en santé mentale, il n'y a jamais assez de ressources depuis nombre d'années. Mais il y en a quand même, puis ça vaut la peine de téléphoner. Puis des fois, ça va être une ressource de proximité, un organisme, une ligne d'écoute. Tu sais, ça peut être plein de choses qui existent puis qui peuvent nous faire du bien. Des fois, on a l'impression que ça va être gros, puis des fois, juste de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, oser dire tout ce qu'on ne dit pas, ça peut nous soulager. Mais je regarde ça quand même, je le dis en introduction, mais on parle plus de santé mentale. Est-ce que c'est plus tendance ou même peut-être à la limite, peut-être un peu moins tabou que ça l'était il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Autrement dit, est-ce qu'on est sur la bonne voie dans la mesure où on commence à accepter que ça peut faire partie de la vie du monde, la santé mentale?